je vais commencer peut-être par vous expliquer comment j'ai été amené à me pencher sur ces questions de droit de la famille, parce que au départ, en tant que juriste, je m'intéressais plutôt à l'aspect patrimonial des choses, hein, droit des biens, droit des obligations, etc. Mon attention a été attirée vers ces questions, d'abord parce que j'ai beaucoup travaillé auprès d'un auteur qui s'appelle Yann Thomas, qui est maintenant décédé, et j'ai eu à travailler sur son œuvre, à relire son œuvre de fond en comble, comme je crois personne ne l'a fait. Et il faut savoir que ce Yann Thomas, ce professeur, était la coqueluche des genders américains. Voilà. Donc les thèmes qu'il abordait avaient la faveur donc, de l'avant-garde de cette théorie du genre. Là-dessus, c'était alors à l'école des hautes études en sciences sociales, je me suis trouvé en quelque sorte aux premières loges pour assister à l'élaboration dans la sphère intellectuelle parisienne de la loi sur le Pacs. Bien. C'est alors qu'il a été dit très expressément dans ces milieux-là, une chose qui ne va pas vous étonner, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé et qu'il faut y aller pas à pas. D'abord le Pacs, ensuite le mariage, ensuite l'adoption, ensuite viendra la PMA, etc. Bon. Chaque chose en son temps. De toute façon, dans la conscience collective française actuelle, chez les juristes et les non-juristes, chaque avancée est considérée comme un progrès. C'est comme un cran qu'on enclenche et il est absolument inenvisageable qu'il y ait le moindre retour en arrière. C'est comme ça que bon. Donc toute avancée est bonne à prendre et il faut y aller petit à petit. Donc ça m'a poussé à réfléchir à ces questions. Et alors que le Pacs était élaboré, j'avais mis par écrit de premières idées dans un article qui est paru dans la revue Droit et Patrimoine. Ça s'appelait « Mariage et parentalité homosexuelle ». Et l'idée, en somme, était que le mariage homosexuel ne vient pas de nulle part, et s'il est possible aujourd'hui qu'il y ait un mariage homosexuel, car il faut bien admettre que c'est possible, la preuve, il a fallu au préalable que les statuts de l'homme et de la femme soient équivalents. Car vous ne pouvez pas avoir un mariage homosexuel dans une société, dans un droit, où le rôle du mari et le rôle de la femme sont dissymétriques, disons. Hein, pour ne pas parler de hiérarchie. Bon, car en réalité, il y avait autrefois une hiérarchie, puisque la femme était sous la puissance du mari. Bon, ça a toujours été, longtemps ça a été comme ça. Bon. Dans un contexte comme ça, puisqu'on ne peut pas changer de sexe, on a un rôle qui nous est assigné par notre sexe. Et bon. J'ai développé cette idée dans un article plus étoffé, qui forme donc la première partie de l'ouvrage qui est publié ce mois-ci chez Contre-Culture. Et ensuite est venu le temps du battage autour du mariage homo. Alors là, j'avoue que j'ai observé, j'étais dans une certaine perplexité. Mais ça m'a beaucoup apporté, notamment les slogans « un papa, une maman », etc. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et voir aussi la violence avec laquelle on réprimait les manifestations. Tout ça était très intéressant. Et disons, au sortir de ces événements, c'est-à-dire quand la loi a été appliquée, ou dans le courant de l'élaboration de la loi, je me suis lancé dans une autre étude, qui forme donc la seconde partie de l'ouvrage que je publie, qui est orientée un petit peu différemment de la première partie. C'est-à-dire que, en somme, la première partie prédit que le mariage va être adopté, et à l'époque, le mariage homosexuel va être adopté. À l'époque, on m'avait dit c'est du défaitisme, mais de prévoir une défaite vu les armes que l'on utilise, je ne sais pas si c'est du défaitisme. Et on peut dire que la deuxième partie est une prédiction, mais ça, je ne prends pas beaucoup de risques en prédisant ça, qu'effectivement, les PMA, GPA, etc. pour les couples homosexuels vont être adoptés. Et qu'on aura même peut-être plus, c'est-à-dire qu'on parle déjà de troubles, on parle encore de tas de choses, parce que tout ça s'intègre dans une logique générale. Alors, sauf
comme je l'avais déjà écrit, sauf incurvation du sens de l'histoire, dont à l'époque je disais on ne voyait poindre pour l'instant aucun signe, les choses continueraient d'aller comme elles vont. En somme, devant, on peut dire devant ce qui apparaît quand même comme une catastrophe, enfin de l'aveu de tous, y compris des promoteurs de ces réformes-là. Hein. Moi j'ai entendu dire parmi donc des gens qui étaient, je vous ai dit, au premier rang des promoteurs et des concepteurs de ces réformes, qu'il s'agissait de quelque chose d'absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité, que nous étions des explorateurs, et que c'était pas facile, ça allait être long, mais bon, en somme, c'était extraordinaire et merveilleux. Le diagnostic est le même de part et d'autre. Les pour et les contre sont d'accord pour dire qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il ne sert à rien de se précipiter, d'être pris de panique ou de se réfugier dans... Enfin, la prière est une chose, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Donc moi ce vers quoi j'aimerais orienter les recherches, en tout cas les miennes s'orientent dans cette direction, c'est plutôt vers une perspective plus large, qui englobe l'étude un peu l'étude de l'anthropologie. Ne pas se limiter au droit. Bon, déjà avoir une approche juridique, c'est déjà quelque chose. Hein. Et vu l'état actuel de la science du droit, ce n'est pas rien que d'essayer, au moins de faire l'effort, de retrouver le sens d'une pensée réellement juridique, en prise notamment avec, disons, les structures fondamentales de la famille. Parce que je crois que la famille est structurée. Bon. Et que précisément l'évolution vers laquelle on va, si elle a une logique, c'est plutôt celle d'une destruction de la structure. Hein. D'autres disent une désinstitutionnalisation. Hein. C'est le gendre qui parle de désinstitutionnalisation. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut où il est. Et le rôle d'un juriste, c'est d'abord de réfléchir, de méditer, de travailler. Donc l'ouvrage que j'écris rend compte de l'état où en sont mes recherches. Et si je peux, disons, former des non-juristes au concept de base du droit, eh bien tant mieux, c'est le but de cet ouvrage. Et si par ailleurs je peux aider, contribuer, disons, à ce que c'est Aude Mirkovitch qui parlait de la controverse juridique, hein, c'est un petit ouvrage qu'elle a écrit qui m'a d'ailleurs poussé à l'imiter, disons, à faire de même, hein, à participer au débat intellectuel, tant mieux. Étant donné que je pense que les juristes ont beaucoup à se remettre en question, hein, sur ces idées-là. Parce qu'il y a une espèce de tendance un peu militaire chez les juristes, hein, qui consiste, dès lors que la loi est adoptée, à ma foi, à obéir et à exécuter. Et surtout, encore une fois, à penser que l'inertie est telle qu'il n'y a aucun, ce qu'on appelle un retour en arrière. Donc, tout doit aller dans le sens de la destruction. Alors, j'ai parlé de cette structure. Il m'est apparu que, grâce à l'anthropologie, hein, une anthropologie qui est née d'abord d'études effectuées par des juristes, hein, au XIXe siècle, c'est-à-dire qui se sont penchés sur la structure précisément qui leur est apparue des sociétés primitives. Bon. Et il est apparu que ce qui est fondamental, c'est moins le couple, c'est-à-dire la relation entre un homme et une femme, hein, en somme isolés dans la nature. Ils ne survivent pas. Un homme et une femme seuls dans la nature avec leurs enfants ne survivent pas. Ce qui fait société, ce qui fait structure, pour parler comme ça, c'est le lien du chef de famille. Alors dans les sociétés patriarcales, c'est le père, du chef de famille et des enfants. C'est ça qui fait une structure. C'est ça qui fait un clan. C'est ça qui fait un groupe social protecteur. Protecteur parce que capable de se défendre également, hein, y compris d'agresser. Mais une entité sociale que l'on observe dans tous les milieux humains,
Bon. Sauf dans nos sociétés occidentales, on se rend compte que cette structure est attaquée dans ses rouages, dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Et alors, elle est attaquée, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu, c'était l'objet de la première partie de l'ouvrage que je publie, que c'est une atteinte qui remonte à loin. Les conditions, je vous le disais tout à l'heure, les conditions pour que le mariage homosexuel apparaisse comme étant tout à fait possible, de même que les PMA, GPA pour les couples homosexuels vont apparaître comme étant possibles, supposent une longue évolution qui remonte à plus de 1000 ans. C'est-à-dire que par petites touches, il y a eu effectivement dans les droits occidentaux, disons, une dégradation qui fait que cette structure authentiquement familiale, qui repose encore une fois plus sur le lien du parent, mais le parent c'est le père, et de l'enfant, que sur le lien du couple, cette structure a été mise à mal. On le voit, alors je le montre dans mon ouvrage en détail, en particulier en ce qui concerne les successions. Alors, on est arrivé à un point, alors ça remonte à loin, c'est-à-dire qu'on a commencé par accorder leur part aux filles. Alors, évidemment, ça va choquer de dire qu'une fille n'a pas normalement droit à la succession de son père. Et pourtant, c'est absolument élémentaire. Pourquoi ? Parce que la fille se marie, elle part dans un autre clan. Et si elle part avec le patrimoine du clan auquel elle appartient, c'est la fin de tout. Aujourd'hui, on est à un stade de décomposition tel que l'on accroît de réforme en réforme les droits du conjoint. Alors que s'il y en a un qui est bien mal placé pour hériter du père, c'est bien le conjoint. Puisque par définition, par le fait de l'inceste, il est extérieur au clan. Il est le dernier à pouvoir être un parent du clan auquel appartient le patrimoine. Bon, vous voyez, donc ce que je voulais dire, c'est que cette lutte souhaitable, parce qu'on peut aussi attendre la fin des temps, ou dans une perspective païenne, attendre la fin du cycle, voire même pousser à accélérer la roue, mais moi je crois pas à ces perspectives qui ont leur domaine propre dans la théologie et la religion. En tant que juriste, je pense que nous avons à nous occuper de ce qui se passe actuellement dans le présent, et s'il faut réfléchir et lutter contre les phénomènes que nous vivons, et qui nous accablent à différents points de vue, je pense qu'il est important de les prendre à la racine. Alors vous voyez, ce genre de propos que je tiens devant vous, relatif à la défense de la structure familiale, la vraie structure familiale, encore une fois, qui est la structure que l'on peut dire clanique, c'est la gens romaine. Bon. Cette perspective, dans les milieux juridiques, et même parmi ceux qui passent pour les plus réactionnaires, je ne donnerai pas de nom, mais vous avez au premier rang des responsables de toutes ces réformes, quelqu'un dont l'icône trône à la bibliothèque Cujas, ce qui doit faire se retourner le pauvre Cujas dans sa tombe, c'est par exemple Jean Carbonnier. Bon. Jean Carbonnier est responsable, il a été le maître d'œuvre de toutes les réformes qui ont quand même tout cassé. Dans les régimes matrimoniaux, c'est bien le cas. Mais quelqu'un qui est par ailleurs fort sympathique, comme je vais vous donner une illustration. Dans un séminaire dont s'occupait Laurent Leveneur, j'avais parlé des droits du conjoint survivant qui, pour moi, avais-je dit à l'époque, était une hérésie. Et donc stupéfaction générale chez les étudiants, et lui était venu, en somme, prendre ma défense, mais d'une façon absolument révélatrice de la façon dont les fondamentaux de la pensée juridique sont minés. Il avait dit qu'il y avait deux conceptions de la famille. Il y avait le lignage, donc c'est la conception, et le ménage. Bon.
Ça, il faudrait qu'on réfléchisse sur l'histoire de cette soi-disant dialectique entre le lignage et le ménage. Car voilà bien la façon dont on coupe l'herbe sous les pieds de tous les défenseurs possibles de la famille, en leur faisant imaginer, et c'est ce qu'on met dans la cervelle des étudiants, que le ménage représente un modèle de famille. Voilà. Et c'est pour ça que, alors ça paraîtra peut-être un peu provocateur, mais je me moque du slogan « un papa, une maman ». Parce que manifester en criant « un papa, une maman », en vérité, c'est ne pas se rendre compte que on fait le lit du mariage homosexuel avec un slogan pareil. Parce que le mariage homosexuel commence par la promotion du ménage, c'est-à-dire du couple, contre le lignage. Bon, vous voyez, c'est ce genre de direction dans lesquelles je m'oriente personnellement depuis quelques années, et c'est pour ça que je publie, c'est parce que j'invite à discuter de cette orientation, et je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être explorées. De toute façon, c'est source de beaucoup de découvertes, notamment en travaillant justement sur la structure clanique. Je me suis rendu compte que autour de règles très strictes, hein, par exemple sur la succession qui va exclusivement du père au fils, le clan, le système clanique, le droit vraiment traditionnel, s'accommodait de toute une série d'entorses. Notamment la possibilité pour certaines filles, au cas par exemple où le père n'ait pas eu de fils, de jouer le rôle d'un homme. Alors c'est intéressant parce que ces mécanismes qui permettent à une femme de jouer le rôle d'un homme sont les mécanismes dont ont besoin les défenseurs de la GPA ou de la PMA, vous voyez. Donc c'est pour ça que je crois que le progrès, entre guillemets, va se poursuivre. Parce que juridiquement, les outils sont là. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Ce sont des outils qui, dans le passé, servaient à la perpétuation du clan. Et aujourd'hui, le clan étant en phase de décomposition et de destruction, les mêmes outils vont se retourner contre lui et vont servir à l'atomisation de la société et à faire une société comme ça d'individus. Bon. Donc ça, je rentre dans le détail de certaines règles, alors qu'ils ne sont même pas toujours conscientes très clairement chez les promoteurs hein, de ce soi-disant progrès. Bon. Alors je leur livre d'ailleurs, ça va les intéresser, je suppose, je leur livre des clés pour aller plus vite. Peut-être me fais-je là l'accélérateur d'une catastrophe. Sur les... par exemple, le don de sperme, c'est un procédé qui est connu de longue date. Hein. On a ça dans la Bible, hein, avec le lévira, c'est-à-dire qu'un frère, et puis on avait ça aussi dans le droit hindou, c'est-à-dire le frère d'un défunt peut lui susciter une descendance qui est la sienne, hein, qui n'est pas celle de celui qui suscite. Donc on est typiquement dans le cas de don de sperme. Enfin bref, il y a toute une série de cas qui sont travaillés par les anthropologues depuis longtemps, mais d'ailleurs dans des sens peut-être différents de ceux que j'ai travaillés. Il faudrait faire une comparaison avec un auteur qui a produit un monument qui est Bachofen, avec un livre qui s'appelle De Mutterrecht, c'est-à-dire le droit matriarcal, le droit maternel. Et dans le droit maternel, il y a toute une série de mécanismes comme ça, comme ceux que j'étudie, que lui interprète comme étant des traces d'un droit antérieur, qui aurait été matriarcal. Et encore auparavant, on aurait eu un âge hétaérique, en fait, où il n'y avait aucune structure. Je crois que les mécanismes qu'il étudie peuvent très bien être ramenés
à la structure patriarcale. Enfin, voilà le genre de prolongement, si vous voulez, que je n'aurais pas peut-être seul le loisir ou l'occasion de conduire, et j'espère pouvoir en donner l'idée. Cette référence à Barophone, elle n'est pas inutile, parce que, en somme, il est à l'avant-garde. Enfin, il faut savoir que Barophone a beaucoup servi les marxistes, parce qu'il a été repris par Engels, et il est un petit peu le père fondateur, à son corps défendant peut-être, mais peut-être pas, du féminisme, hein. Et donc de cette idée d'égalité des sexes, et de cette idée d'un progrès, parce que l'étahérisme a beaucoup fait rêver. L'étahérisme, c'est une phase sociale où, en somme, les humains copulent un petit peu comme des chiens, c'est-à-dire n'importe comment, avec n'importe qui. Bon, voilà. Alors ça fait rêver, ou au moins fantasmer. Et cette espèce de casse de la structure familiale, quelque part, elle conduit à une société où effectivement on aurait un libéralisme ou un libertinage généralisé. Bon. Parce qu'il ne faut pas non plus reculer devant certaines données. Alors ça, c'est une chose aussi qui m'a frappé dans l'offensive contre le mariage homosexuel. Pourquoi avoir voulu à tel point séparer la question de l'homosexualité de la question du mariage? Je crois que dans cette promotion du mariage, entre guillemets, pour tous, c'est quand même un blanc-seing donné à l'homosexualité, enfin, pour le moins. Mais on est toujours dans cette idée que tout ce qui va dans le sens de la décomposition est une évolution irréversible. Et alors, on peut faire des projets de loi à n'en plus finir, mais alors revenir sur la libéralisation de l'avortement, sur la peine de mort, sur la dépénalisation de l'homosexualité, ça non. Ça, c'est le genre de projet surréaliste qui, non, ça va trop loin. Oui, je voudrais, dans le prolongement de peut-être ce que j'ai écrit, il y a des liens à faire avec l'actualité politique, hein, et avec le phénomène du terrorisme, hein, et du djihadisme, hein, en Occident. Parce que je crois que alors ça mérite d'être réfléchi et creusé. Parce que les phénomènes vont de pair. Je veux dire, le phénomène, d'une part, qui consiste à imposer aux Occidentaux, par la force, les mœurs les plus dissolues possibles, des règles familiales qui font que les enfants se retrouvent tiraillés par des parents en guerre. Parce que une chose qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ces réflexions, c'est le travail que j'effectue par ailleurs en tant qu'avocat, où là, c'est la meilleure des sociologies, c'est d'avoir un cabinet d'avocats. Vous avez des fenêtres ouvertes sur la façon dont les choses se passent. Je me demande comment un couple aujourd'hui avec des enfants peut tenir. Chaque couple, en somme, avec la loi qu'on a organisée, est au bord du précipice, quoi. Et il ne tient qu'à l'un des deux de pousser l'autre dans le précipice. Voilà. Vous avez des avocats qui sont formés pour ça, qui n'attendent que ça, qui savent très bien comment mener une guerre contre l'autre, et au milieu de tout ça, vous avez des enfants. Et le tout se faisant avec une espèce de complicité
fatigués des juges. Comment croyez-vous que de tels comportements, une telle législation et de tels comportements dans la population peuvent être perçus depuis, depuis la position de gens qui sont encore ou qui sortent à peine de structures familiales, claniques, extrêmement traditionnelles, où le père est respecté, où les enfants savent qu'ils peuvent faire appel aux cousins, c'est-à-dire aux frères, aux descendants du frère du père, comme à des alliés, pour les aider, etc. Enfin, des sociétés traditionnelles comme sont les sociétés au Maghreb et au Moyen-Orient, comment croyez-vous, sans même parler d'islam, comment croyez-vous qu'ils perçoivent la pente dans laquelle, pente dans laquelle on veut les entraîner, eux aussi, de force, hein, en les achetant, en les droguant, etc. Moi, je me demande, enfin, ça serait une sorte d'hypothèse heuristique, si la loi sur le mariage homosexuel n'a pas pour but de pousser les jeunes révoltés des banlieues faire le djihad au pays du Cham, où là, ce sera la charia, et où enfin les choses seront à leur place. Je me demande si tout ça n'est pas cohérent, étant donné qu'on sait très bien que par ricochet, d'aller mettre la pagaille dans un pays aussi ordonné que l'était la Syrie, ça va provoquer des déplacements de population, une immigration, enfin, etc. Donc il y a des effets politiques directs. De même que c'est au nom de ce qu'on appelle, dans une sorte d'emballage général, les droits de l'homme, qui inclut la libéralisation des mœurs, le mariage homosexuel, la possibilité d'adopter, de faire porter son enfant par une autre femme que l'on va payer. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et c'est au nom des droits de l'homme que l'on va bombarder les villes irakiennes, comme on a bombardé Hiroshima. Voilà. Bon. Donc, ça aussi, c'est un effort auquel sont appelés les sociologues, les anthropologues, les juristes, et puis les citoyens, comme on dit, enfin, je veux dire, tout simplement, ceux qui, comme disait un savant, sont encore, essaient encore d'être des hommes, tout simplement.